Le débat de Smart Impact avec Catherine Brennan, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice d'opérations chez Burdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers à impact positif. Et Dimitri Carbonel, bonjour Dimitri, heureux de vous retrouver sur ce plateau, fondateur de Livosphère, membre du Shift Project, et vous publiez ce livre 2050, Crash ou Renaissance vers une société boule de Guy. Vous êtes déjà venu en parler ici même. On va parler donc de ces ambassadeurs de la sobriété dans l'université du MEDEF. La première ministre Elisabeth Borne a encouragé les chefs d'entreprise à créer ces ambassadeurs de la sobriété. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée ? Nous, on dit que c'est une excellente idée. Oui. Ça démontre l'importance du sujet, la professionnalisation aussi de ces thématiques en entreprise. Donc, c'est une excellente idée. Oui. Quelles pourraient être les missions d'un ambassadeur de la sobriété ? Alors, ça va être des missions qui vont consister à faire le lien entre la direction de l'entreprise et les collaborateurs sur le terrain, sur ces sujets-là, pour identifier éventuellement ce qui peut déjà être fait dans les entreprises, parce qu'elles n'ont pas attendu non plus cette injonction pour démarrer sur le sujet, et embarquer le reste des collaborateurs sur un plan d'action qui va devoir être relativement rapide, et on peut espérer qu'il y aura un effet cliquet, et que ça ne sera pas juste pour passer l'hiver. Qu'est-ce que vous appelez un effet cliquet ? Eh bien qu'éventuellement les solutions mises en œuvre dans le cas de cette problématique-là immédiate resteront ensuite dans l'entreprise et seront la continuité d'actions que les entreprises ont déjà commencé à mener sur ce sujet d'ailleurs. Oui, pendant que vous parliez, je recherchais un extrait d'article de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France qui annonçait que LVMH lance son plan de sobriété, baisse de 10% de la consommation d'énergie entre octobre de cette année et octobre 2023. Voilà, ça va passer notamment par les boutiques, 522 boutiques en France qui sont éteintes entre 22h et 7h du matin, dès 21h dans les sites administratifs, le chauffage ou la climatisation. Je rappelle que éteindre les boutiques, c'est prévu dans la loi depuis pas mal d'années, Dimitri Carbonel. Les entreprises, on le voit, elles se préparent déjà à passer l'hiver dans ce contexte de coupure possible, de délestage. Quels conseils on peut leur donner ? Comment elles doivent anticiper ? Alors, effectivement, et puis je veux quand même rebondir sur la partie ambassadeur de sobriété énergétique. On va développer ça, oui. Parce que c'est un point de départ, mais c'est quand même un peu limité. Dans le sens où ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut mettre ça dans un plan qui est beaucoup plus global. Parce que si par exemple il y a quelqu'un qui, entre guillemets, va voir les gens en disant écoute, là tu l'as mis à 20 degrés, il faut le passer à 19 ou il faut éteindre les lumières, c'est extrêmement court terme et puis bon, c'est pas très gratifiant pour les personnes. En revanche, si on intègre ça dans une dimension beaucoup plus du ok, on va avoir des pénuries potentiellement d'un certain nombre de matières premières, mais aussi d'énergie ou une augmentation de l'énergie, pas uniquement dans les quelques mois, mais sur les années qui suivent. Comment on va faire ? Et à ce moment-là, aussi de voir avec les personnes sur le terrain quels sont les risques d'avoir potentiellement des coupures d'électricité ou l'augmentation de l'électricité ou d'autres éléments, de voir aussi comment on peut atténuer l'impact et aussi s'adapter à ça. Et ça... En fait, ça demande aussi des transformations même du modèle économique de l'entreprise dans un certain nombre de cas. Oui, alors là, on est effectivement dans une vision et une stratégie à plus long terme. Mais là, bon, alors on est mi-septembre, donc c'est peut-être déjà un peu tard. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on est chef d'entreprise, qui est en train de nous écouter. Il dit, ok, d'accord, moi je veux bien essayer d'enclencher un plan de sobriété pour cet hiver. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, le premier point, c'est d'avoir des éléments de mesure. Et donc de pouvoir définir, alors il y a un certain nombre de systèmes qui permettent de mesurer l'énergie qu'on va consommer, ça permet de voir un peu les gros cailloux entre guillemets, ou les points importants où on consomme le plus d'énergie. Et après derrière, moi il y a souvent une matrice que j'utilise, c'est très simple, c'est d'un côté quel est effectivement l'impact ou l'importance effectivement de cette énergie et quelle est la facilité qu'on va avoir à la réduire, le potentiel. Sur quelle partie, où sont les leviers les plus simples à activer, c'est ça ? C'est exactement ça. Et là, on va vraiment commencer par ces axes-là. Et effectivement, c'est important d'aller auprès des nombres de personnes pour aussi voir quels sont les impacts potentiellement négatifs. Je vais prendre un exemple tout simple. S'il y a une machine qui consomme énormément et qu'on achète une nouvelle machine qui coûte 2 fois plus cher mais qui réduit la consommation, c'est peut-être pas très très pertinent. Donc, il faut aussi avoir des retours terrain par rapport à ça et définir quels sont les bons axes à commencer et après derrière de voir les autres axes à long terme. Et je reste avec vous, je vous redonne la parole tout de suite, mais ça peut être efficace en quelques semaines ? C'est-à-dire que, est-ce que là, aujourd'hui, je lance ça le mi-septembre, je peux fin novembre avoir des solutions ? Alors, il y a des gaspillages, donc oui, il y a des solutions qui peuvent se trouver
très rapidement. Hein, c'est du style, parfois c'est juste du paramétrage. Du bon sens, parfois. C'est du paramétrage d'immeuble. On n'a jamais pensé qu'il fallait simplement changer un petit élément, je sais pas, sur la planification des lumières ou on a l'habitude, par exemple pour le chauffage, on a l'habitude de chauffer à tel degré, y compris durant la nuit. Quelqu'un qui va se dire, ah ouais, je vais regarder un peu ce qu'il en est et ça peut se faire tout de suite. Ça, ce sont des choses qui sont faciles à faire. Et puis après, derrière, il faudra faire des choses plus longues. Catherine Brennan, est-ce que vous avez déjà recruté alors peut-être pas des ambassadeurs de sobriété, mais des chefs de projet sobriété pour des entreprises? Alors, ça ne porte pas ce nom-là ou ça ne portait pas ce nom-là jusqu'à présent. Mais oui, bien sûr, les entreprises, comme je le disais précédemment, n'ont pas attendu cette injonction pour démarrer sur le sujet. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de profils de talents qui travaillent sur des questions énergétiques, surtout dans le bâtiment, surtout dans le secteur industriel. Donc là, je pense qu'on est plus sur ce sujet à essayer d'identifier dans l'entreprise des personnes qui vont vouloir porter ce rôle là, immédiatement. Et je voudrais vous donner un exemple, si j'ai 30 secondes. Allez-y, prenez le temps. Parce qu'au cours des 2 derniers jours, j'ai beaucoup échangé avec des responsables RSE en leur posant la question de savoir ce qu'ils ou elles en pensaient. Et je voudrais partager avec vous ce que m'a expliqué une responsable RSE d'une entreprise qui a plusieurs sites et qui me disait qu'elle avait créé les chevaliers de la sobriété. Et ça serait sur la base du volontariat de la part des collaborateurs et qu'ils seraient adoubés, pour garder le même registre de vocabulaire, par la direction pour obtenir la légitimité qu'il va leur falloir pour aller embarquer leur pairs. Et elle envisage aussi de distinguer par le biais d'un petit pins pour qu'il soit aussi visible, reconnaissable au sein de l'entreprise. Donc s'appuyer sur des collaborateurs qui ont envie de porter ces sujets-là et qui vont avoir l'opportunité concrètement d'avoir un impact positif rapidement. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. On pourrait dire c'est cosmétique, franchement, on va avoir un pin, etc. Mais ça peut avoir une vraie efficacité si c'est accepté par tout le monde. Et vous disiez adoubé par l'entreprise, parce que ça peut être les enquiquineurs, les ambassadeurs de la sobriété. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est sûr que les personnes qui vont être choisies vont devoir être très motivées et vont devoir avoir un petit peu la peau dure, parce qu'effectivement, il va falloir aller convaincre et on va peut-être se retrouver dans la situation où on va vous dire que soit c'est pas le sujet, soit on n'y voit pas grande importance. Donc, oui, il faudra avoir la capacité à convaincre et avoir une certaine pédagogie aussi. Et alors, c'est quoi, pour vous, puis je vais vous poser la même question après, Dimitri, le profil idéal d'un chef de projet ou d'un ambassadeur de la sobriété? Qu'est-ce qu'il doit maîtriser, finalement, comme dossier, comme notion? Je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse globale parce que ça va dépendre de l'entreprise, de son secteur. Bien Quand sûr. vous êtes une entreprise industrielle, avoir des connaissances en environnement, en énergie, en bâtiment, ça va être important. Si vous êtes en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de sa maturité déjà sur ces sujets. Mais en tous les cas, il faudra que ce soit quelqu'un qui soit curieux, qui ait envie d'apprendre et de se former peut-être un petit peu sur ces sujets-là, quelqu'un qui va bien connaître l'entreprise, quelqu'un qui va être en capacité d'impliquer les parties prenantes externes autant qu'internes et qui peut-être a un réseau assez fort dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, donc allons chercher aussi ce qui se passe dans les autres entreprises d'un même secteur, par exemple. Vous diriez, Dimitri, peut-être cette vision globale, finalement, des enjeux? Oui, c'est essentiel d'avoir à la fois cette vision globale transversale et aussi d'avoir la capacité d'être à l'écoute aussi de l'ensemble des collaborateurs pour voir là où c'est pertinent, là où ce ne l'est pas, de voir là où c'est important de le faire ou là où, pour le coup, il y a des effets de bord. Et après, de mettre, et ça aussi, c'est comme un rôle de chef de projet ou d'architecte, le capable aussi de mutualiser les idées. En disant, tiens, il y a tel problème à tel endroit, tel autre problème à tel endroit, il y a peut-être des choses qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et de remonter. C'est pas uniquement... c'est ça qui me gêne un peu dans le mot ambassadeur, c'est-à-dire que c'est descendant. Il faut aussi, et c'est les meilleures idées souvent, ça remonte en fait. Surtout quand on a des entreprises multisites, quoi. Exactement. Où peut-être il y a déjà quelqu'un localement qui a enclenché une solution et qui peut dire, ça marche, ça fait X semaines ou X mois qu'on la teste et ça marche, quoi. Oui, et puis un engagement. Je veux dire que si par exemple vous impliquez le collaborateur, à ce moment-là, ils vont être beaucoup plus envie, effectivement, de passer le message, de s'impliquer, alors que si on dit non, il faut que tu fasses comme si, bon, on dit oui, ok, je vais le faire parce que j'ai pas le choix, mais franchement, j'ai pas envie de le faire.
Ouais, il y a une dimension de pédagogue aussi. Ah, tout à fait. C'est de pédagogue, d'accompagnement, même d'avoir une vision projet. C'est pour ça que le projet pur sobriété énergétique, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus engageant, quoi. En revanche, si par exemple on met ça dans une perspective plus globale de l'entreprise est en train de se transformer, on commence potentiellement par la sobriété énergétique, on va essayer de s'adapter, etc. On met ça dans un cadre. Ouais. Mais ça veut dire, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, il faut forcément que ce soit quelqu'un en interne. Parce que je voyais passer une petite annonce, chef de projet sobriété, etc. Je me souviens, le salaire annuel, c'était 38 000 euros. J'ai retenu ça. Bon, ça vous fait lever les yeux au ciel. Je sais pas. Ça dépend quelle est la taille de l'entreprise, ça dépend de plein d'éléments. Ça dépend de beaucoup de choses. Bref. Ouais. Mais recruter quelqu'un pour faire ça, s'il n'a pas la connaissance de l'entreprise, c'est peut-être un peu compliqué. Alors vous avez raison. S'appuyer sur quelqu'un qui est dans l'entreprise, ça va être important. Par contre, on peut aussi envisager de recruter des experts pour une mission qui seront immédiatement opérationnels si on a identifié un sujet en particulier. Donc un expert en économie d'énergie, un expert de bâtiment qui va pouvoir venir apporter des solutions qu'il a pu ou elle a pu implémenter par ailleurs. Donc ça peut être intéressant. Après, le recrutement sur le long terme, pourquoi pas. Mais là, dans l'immédiat, s'appuyer sur l'interne et éventuellement faire venir des expertises de l'externe. Dimitri ? Alors, un expert interne peut aussi être intéressant pour un rôle d'architecte. C'est vraiment pour coordonner l'initiative, comment on le réalise. Après, effectivement, il faut qu'il s'appuie vraiment sur des personnes de l'entreprise qui connaissent bien l'entreprise. Donc aussi, on peut avoir cet autre type de fonctionnement. Quelqu'un qui dit, OK, voici la démarche qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut mettre ça en plan, l'accompagnement, et qui aussi, comme il a un regard extérieur, il est capable d'avoir un esprit qui est plus critique que les autres en disant, tiens, ça, c'est peut-être pas une bonne idée de le faire comme ça, on pourrait peut-être le changer comme ça. Après, c'est à l'interne, effectivement, de prendre ces décisions. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager vos réflexions autour de ces ambassadeurs de la sobriété. Je rappelle, Dimitri, le titre de votre livre, 2050, Clash ou Renaissance vers une société boule de Guy. On passe à notre rubrique consacrée aux startups, solutions pour économiser l'eau dans nos villes.